Bien le bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. En cette semaine de relâche, dans le milieu universitaire, évidemment, on dit semaine de lecture, parce que ça sous-entend que tout le monde étudie pendant ce temps-là. 3 petits points, dirais-je, à suivre. En tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, aujourd'hui, une grosse conversation de cinéma. Évidemment, je vous dirais que même si vous n'avez pas vu l'œuvre de mon invité, c'est correct, vous allez apprécier la conversation. Si vous avez envie d'être un peu plus impliqué puis inside talking, je vous conseille d'aller visionner un peu ce qu'elle a fait. Vraiment, ça vaut le coup. Elle est une super réalisatrice et vous allez comprendre un peu plus de quoi on parle. En même temps, on a été super inclusif tout le long de la conversation, alors il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est quand même le fun de comprendre le petit jargon que nous allons échanger de cinéma. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous la présenter, la réalisatrice Renée Beaulieu. Renée Beaulieu, scénariste, réalise, monte et produit plusieurs longs métrages de fiction dans les 10 dernières années. En 2015, Le Garagiste. En 2018, Les Salopes ou Le Sucre naturel de la peau. En 2022, Inès. Et en 2025, très bientôt, Habiter la maison. En 2020, le court-métrage 1805 A rue des Papillons et elle scénarise en 2007 Le Ring. Ces films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux, nationaux et ont été récompensés. Plusieurs autres projets de films sont en cours. La fièvre, Transgression, Rivière au cerf blanc, Le chant des couleuvres, Le rôle d'une vie. Docteur en études cinématographiques, elle enseigne la scénarisation, la réalisation et la production cinématographique à l'Université de Montréal et à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS. Elle s'implique dans le milieu du cinéma comme conseillère à la scénarisation, jury, conférencière et classe de maître. Voici la réalisatrice Renée Beaulieu. Vous connaissez, par exemple? Ah, mais ça va me faire plaisir de raconter ça parce que c'est une bonne histoire. Ah! C'est une bonne histoire, lui et moi. Attends une minute. Renée Beaulieu, et c'est parti. Oui, alors, enchanté. Santé. Santé. Santé et enchanté. Pareillement. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, oui, je suis très content qu'on se rencontre parce que comme tantôt, tu étais rentré, tu as dit hey, tu connais Philippe Saint-Gelais, directeur photo, oui. On le nommait comme ça. Et oui, c'est un bon copain et la raison pour laquelle je connais tes films et que je continue à les suivre. Premièrement, je devrais admettre, je connais pas les courts-métrages. Je connais juste les je connais juste les longs-métrages. D'accord. Il n'y a pas de faute. En fait, c'est parce que en faisant de la recherche, j'ai fait ok, oui, il y avait d'autres films, mais bon, je les ai pas vus. Mais et pourquoi c'est ça, Le Garagiste. Il y en a un, c'est Philippe, par exemple. 1805 A, rue des Papillons, c'est Philippe. Oui. OK, parce que moi, Le Garagiste, quand ce film-là est apparu, Philippe était super content, puis il me dit, écoute, c'est mon premier contrat de long-métrage. C'était son premier long-métrage qu'il faisait. Ouais. Il était tellement content. Et évidemment, je voulais voir son travail, je voulais l'encourager, alors je suis allé le voir. Et là, après, il a signé aussi, je pense qu'il a signé 2 autres. Avec toi? Avec moi, oui, c'est juste. Inès. Ouais, il a fait Les Salopes, puis il a fait Inès. Exactement. Donc, j'ai continué à suivre. Puis là, quand j'ai vu que tu sortais un nouveau film, je me suis dit, ben là, je suis pogné dans l'engrenage. Faut que je continue à regarder tous les films que tu vas suivre. Mais Philippe, ça fonctionnait pas. Non, c'est ça. C'est ça. Maintenant, il est très en demande, là, parce que dans ce temps-là, il est en demande. Il était bien déçu, là, mais le timing était pas bon. Puis moi, bon, c'est compliqué de tourner. Dates, là, c'est ça. C'est compliqué de tourner. J'avais pas le choix, là. Puis Philippe, c'est quelqu'un qui
qui est bien important pour moi. On se voit moins, évidemment, il est très occupé, je suis occupé, mais quand on peut se voir, c'est tellement fun, puis c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant, qui m'a fait découvrir un paquet d'affaires, tu sais. Même, c'est toujours le fun, le truc relationnel, d'avoir un ami qui est plus jeune, parce que moi, il est plus jeune que moi, à peu près d'une dizaine d'années, mais il arrive toujours avec des propositions, des idées, des trucs que je suis pas au courant qui existent, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Très passionné. En fait, le truc, c'est que j'ai rencontré Philippe parce qu'il travaillait au club Vidéotron sur du parc. OK. Il y a longtemps, là, on parle d'à peu près 14 ans, là. Et il travaillait là comme commis, là, tu sais. Et sur du parc et Fairmount. Et à cet endroit-là, il y avait comme un petit rack où tous les employés, il était 5. Il y avait le nom de l'employé, puis il y avait ses films préférés. OK. Puis à un moment donné, je louais toujours les films de Philippe, mais je savais pas qui était Philippe. À un moment donné, je me demande, je pourrais-tu rencontrer le gars qui s'appelle Philippe? Et là, on s'est liés d'amitié, il finissait ses chiffres, il aimait des films, moi j'habitais juste à côté, il venait chez moi, puis là on continuait à parler de cinéma, on parlait de films, tout ça, puis là il avait pas encore commencé à faire de la photo, il était comme plus amateur peut-être, je peux dire ici, où il essayait des affaires par lui-même, puis là un moment donné, pouf, il a fait l'espèce de course destination monde, je pense. Ben pas ça, mais tu sais le truc c'était sur TV5, puis c'était tu te promènes, tu fais le tour du monde avec quelqu'un, c'est comme des courts-métrages. Il y avait c'était un peu l'idée, c'était de relancer un peu le concept. OK. Mais en faisant des trucs touristiques, peut-être comme vidéo, en tout cas à travers le monde. Puis lui, il était sélectionné pour faire ça. Donc il est parti, puis il a fait, je dirais que c'est un peu là qu'il a fait ses classes parce qu'il a voyagé partout, il a fait de la photo, il y a eu avec des propositions toujours super différentes, avec des bons challenges. Puis là, quand il est revenu, ben, il s'est mis à travailler. Puis là, d'ailleurs, toi, t'as rencontré Philippe comment? En fait, moi, ça aussi, c'est une pas pire anecdote quand j'ai rencontré Philippe. Moi, c'était mon premier film. J'étais partie un peu à la guerre avec ce film-là parce qu'on n'avait pas eu le financement des institutions. On parle de Le Garagiste. Le Garagiste, oui. Ouais. Fait que je travaillais à ce moment-là avec Yann Kenville, qui est Toast. Oui. Puis, c'était Philippe Lavalette qu'on avait comme directeur photo. Étant donné que moi, j'avais pas beaucoup d'expérience, fait que je voulais aller chercher un directeur photo avec beaucoup d'expérience. Fait que c'était Philippe Lavalette qui devait faire le film. Puis, évidemment, moi, c'était un film un peu communiste, là. J'avais pas beaucoup d'argent. Fait que je payais tout le monde le même salaire, peu importe que tu fasses la cuisine ou que tu sois directeur photo. Fait que c'était pas très... mais bon, Philippe Lavalette avait accepté très gentiment de participer au film, mais il y a eu quand même un contrat qui était vraiment l'incontournable au Yémen et tout, là. Fait que il a dû lâcher le projet. Fait que là, Yann, il dit, je vais te présenter un gars, tu sais, il y a moins d'expérience que Philippe Lavalette. Ouais, s'en fout à ce moment-là. Mais il dit, rencontre-le, puis on va voir. Fait que... je m'en vais rencontrer Philippe Saint-Gelais. J'ai aucune idée c'est qui. J'ai aucune idée de l'âge qu'il a non plus. Autre qui s'appelle Philippe comme Philippe. Puis là, quand je suis rentrée, quand je l'ai vu, il y avait 27 ans, là, Philippe, à ce moment-là. Là, ça a fait comme ouf, boy. Là, je me sentais comme pas trop en confiance parce que moi, je pouvais pas driver ça sur le plan technique, ça me prenait quelqu'un avec de l'expérience. Mais bon, fait que on s'assoit puis on fait 1 heure. Philippe était vraiment préparé puis il voulait le film. Il était cœur. Puis, fait qu'après l'heure, je lui ai donné, là, quand on est resté 1 heure à jaser, à discuter de plein d'affaires, puis il m'avait vraiment convaincu, puis je n'ai jamais regretté. Ça a été vraiment une rencontre drôle, hein? Super. Ouais, puis en plus, c'est ça que tu me dis qu'il était préparé, je suis même pas surpris. C'est vraiment quelqu'un de passionné puis qui est à l'écoute, qui est sensible. Bref, on parle beaucoup de lui, mais et puis ceux qui sont intéressés de le connaître davantage, je vous invite à aller écouter son épisode que j'ai fait avec lui il y a très longtemps, je pense qu'il y a 2 ans, c'est sur ça, peut aller l'écouter. Mais non, on va parler de toi. Parce que il y a un nouveau film qui sort, c'est quoi la date qui est prévue? 21 mars. 21 mars, ouais. C'est le vendredi 21 mars, ça va sortir. Nous, on se voit quand même en avance. J'ai eu le privilège de voir le film avant tout le monde. Mais aussi, j'ai eu le privilège de voir tous les autres films devant moi. Je suis comme en moyen de voir l'évolution, on pourrait dire presque stylistique ou même de choix de scénario, parce que je m'attendais pas à cette histoire-là, pour être franc. L'écriture, hein? C'est moi qui ai écrit les scénarios. Je sais, mais je m'attendais pas à un film de famille. Sous cet angle. Je sais pas. Après, écoute, c'est que je sais que tous les autres films, il y a un angle personnel. OK, on va aller un peu dans l'ordre, ça dérange pas. Je pense que c'est plus facile pour se rendre. Je te suis. Allons-y avec Le Garagiste. Le Garagiste, c'était basé sur l'expérience personnelle, si je me souviens bien? Non, histoire personnelle? En fait,
plus ou moins une histoire personnelle. En fait, c'est l'anecdote de base, là, cet homme, ce garagiste-là qui perd tout, puis qui attend une greffe de rein, puis que la greffe de rein fait un rejet de greffe. Ça, j'ai rencontré, si on veut, cette personne-là par l'intermédiaire de mon chum. Mais moi, j'ai pas vécu ça, mais cette anecdote-là était vraiment puissante. Là, et ça m'avait vraiment... ça m'avait frappé. Là, ça m'avait vraiment frappé. Puis dans les circonstances aussi, là, je sais pas si on a le temps, mais dans les circonstances... On a full le temps, en fait. Okay. En fait, j'ai envie de faire, tant qu'à faire, tu sais, il y a ces films-là, je vais aller pour donner le goût à tout le monde de plonger dans ton œuvre. Je peux-tu lire le court résumé du film du garagiste pour que les gens comprennent un peu? Bon, résumé. Adrien Garagiste, dans une petite ville québécoise en bordure du fleuve Saint-Laurent, attend désespérément une greffe du rein depuis plusieurs années. Bien que soutenu par sa femme aimante et par son père attentionné, Adrien vit sa vie en suspens. De longues heures en dialyse lui font perdre son énergie et il s'étiole peu à peu au gré de la maladie. Pour l'aider au garage, il embauche un jeune homme d'un village éloigné qui fait ressurgir de lourds secrets du passé. Puis un jour, on lui annonce qu'un rein est disponible, une bonne nouvelle qui sera, hélas, de courte durée. En effet, parce que quand on regarde la bande-annonce, je trouve ça super génial pour ça, c'est que ça ouvre avec le fameux téléphone. Puis dans le film, bon, c'est tout. Je veux pas trop vendre des punchs, mais le film est disponible de toute façon. Vous pouvez le trouver sur Elephant, mais je pense qu'il est aussi disponible sur iTunes et sur toutes les plateformes. J'ai cru, si je me souviens bien. Distribué par TVA. Donc lui, ça c'est basé sur l'histoire que ton chum donne d'une connaissance. C'est une anecdote que j'ai dans des circonstances un peu particulières que j'ai eu vent, que j'ai vu passer, parce que cet homme-là en fait parce que moi j'ai un passé de pharmacienne là, je suis pharmacienne, je travaillais plus comme j'ai hâte d'en parler de ça. Je travaillais plus du tout comme pharmacienne, mais mon chum avait un peu de difficulté à trouver des pharmaciens, tout ça, fait que je suis allée lui donner un coup de main, mais tu sais j'avais pas travaillé dans une pharmacie depuis probablement 10 ans si c'est pas plus, fait que je suis retournée et cet homme-là est arrivé. Mais tu avais le droit de travailler même après 10 ans d'absence? Oui, je faisais de la vérification de dispil. J'étais pas en avant, je faisais de la correction de dispil. Des piluliers. Mais il faut quand même que tu m'expliques un peu le jargon. Les piluliers, c'est comme les personnes qui prennent beaucoup de médicaments. Les personnes âgées, mais pas nécessairement. Du moment où tu prends 4 médicaments par jour, ça devient quand même quelque chose à gérer. Ouais. Ils sont mis dans des petits coffrets. Ah, oui, je comprends. Oui, c'est ça. Fait que moi, je faisais la vérification de ça. Quand cet homme-là est arrivé en rejet de greffe, il était sous. Puis il venait faire ses adieux à son pharmacien. Mon Dieu! Puis il avait dit qu'il retournerait jamais en dialyse. Fait que là, il était un petit peu... Fait qu'il est revenu, il revenait, tu sais, vraiment faire ses adieux. Puis il est parti. Puis tout le monde le connaissait dans la pharmacie. Puis ça avait fait comme une onde de choc un peu. C'est cette idée-là d'affronter la mort, parce que c'est ça qui arrive. Si tu fais un refus de greffe, tu t'empoisonnes entre 10 et 14 jours, quelque chose. 10 et 14 jours? Ouais, c'est ça, c'est assez rapide. Puis il était parti chez lui, comme ça. Et parce que j'étais rentrée en pharmacie, j'étais jamais retournée, j'avais pas l'intention de retourner non plus, je faisais vraiment juste dépanner. Puis c'était puissant, puis la réaction des gens, il y avait vraiment eu une onde de choc dans le laboratoire. Puis j'avais ramassé ça au vol. C'était un homme, tu sais, que sa condition médicale avait fait en sorte qu'il avait perdu beaucoup de tout ce qu'il y avait, en fait. Ouais. Sa famille, son travail, et ça m'avait beaucoup touchée. Fait que c'est cette histoire-là que j'ai ramassée, que j'ai mixé un peu avec l'histoire. Ça, c'est une histoire plus personnelle. Le fils inconnu ça aussi. Attends, excuse-moi, c'est correct. Non, juste pas toucher ça, parce que ça fait un beau grincement. Mais ça, c'était une histoire un peu plus personnelle. Fait que j'ai mixé les deux. Ah, OK. Et t'es arrivé avec cet objet, cette proposition-là. Parlons de pharmacie dans l'affaire. T'as dit, là, ça faisait un bout que t'en faisais plus. Toi, donc... J'ai étudié 4 ans, mais j'ai travaillé 2 ans. T'as étudié 4 ans, puis t'as étudié... Mais c'est juste 4 ans, la formation? Non, c'est pas 4 ans. 4 ans, oui. Ah! Pharmacien, oui. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Ah oui? Okay. Ben non, t'as des je pensais que c'était bac plus maîtrise. Ça, c'est un bac, pharmacie? Non, aujourd'hui, je sais pas, ça a-tu changé? Je pense que c'est 4 ans encore, je crois. Puis on pouvait faire une autre année supplémentaire, puis probablement on peut faire un doc puis une maîtrise. Mais après les 2 ans, pourquoi t'as arrêté? Ben, écoute, c'est pourquoi je suis allée là, en fait. À la base? Oui, c'est ça. C'est là l'erreur de parcours, tu sais...
Je venais pas d'une famille d'artistes. OK. Puis une famille plutôt pragmatique, là, tu sais, Scientifique, étais-tu... Mon père était directeur d'école, ma mère était professeure d'école. Et puis, il n'y avait pas d'artiste là, à 100 000 à la ronde. Il n'y avait pas d'artiste nulle part. Tu es d'où? Trois-Pistoles. Non, il y avait des artistes, mais dans ma famille, 100 000 à la ronde, il n'y avait pas d'artiste. C'est ça. Fait que, tu sais, j'étais pas... Mais j'étais déjà très, très attirée par ça. Très attirée par l'écriture, surtout, puis qui arrive très, très tôt dans ma vie. Puis là, j'étais une adolescente un peu lunatique, un peu perdue, pas très accrochée à grand-chose. Puis le cinéma, il était-tu important à cette époque-là? Non, au cinéma-là, c'était l'écriture qui était là. Il y a un peu de danse. Au cégep, ça va être la poésie. C'est vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment l'écriture. C'est les mots, ce sont les mots. J'ai envie de jouer aussi un peu. Puis là, quand on arrive pour choisir le travail, je fais du théâtre en secondaire 5, j'aurais choisi ça, là, probablement. Là, fait que j'ai pas eu de bâton, là, mes parents m'ont pas... Il était cool? Je dirais pas cool. Non, mais je veux dire, ils ont pas... moi, j'ai manifesté mon désir, de faire ça, mais ça a pas trouvé écho. Puis là, c'est pour ça que je dis que j'étais un peu dans la lune, puis un peu de tout, là. Fait que, j'étais bonne à l'école, tout en bon en sciences pures, puis en sciences pures. C'est drôle, ça. Quand les gens sont bons à l'école, là, c'est toujours un peu l'affaire. C'est très puissant, là, à ce moment-là. Les sciences pures, puis sciences humaines. T'es bon à l'école, t'en vas en sciences pures. Ben oui. T'es moins bon à l'école, t'en vas en sciences humaines. Mais moi, quand je débarquais à la maîtrise en sciences humaines après ça, là, je me disais, mon Seigneur, ça m'intéressait tellement plus, puis il y avait plein de monde super intelligent. Parce que au fond, c'est ça, une fois les 2 ans de travail de pharmacie, tu fais, OK, c'est vraiment pas mon milieu. Tu t'es redirigé en sciences humaines? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais oui, je suis allée faire une maîtrise, puis après ça, je vais faire un doctorat aussi. En cinéma? Non, oui, en cinéma. Mais ça, mais à l'époque, c'était... Tu l'as fait parce que ça, j'ai vu tes PhD, mais t'es... J'en ai fait rien qu'un. T'en as fait un, mais... C'est bien en masse. Mais ça, on peut en parler longtemps. Moi, à chaque fois, je parle de mon doctorat, puis je deviens bizarre, parce que moi, c'est comme, ça a été vraiment une période trop tough pour moi. Puis à y penser, je pense pas que je le referais en sachant. Moi, par exemple, tous les jours, ça a duré 8 ans, tous les jours, j'ai dit je lâche, mais puis personne n'était capable. Peut-être pas les 2 premières années. Là. Moi, j'ai donné ma lettre de démission. Au département, puis ils ont dit non, prends un break, pense-y. Non, puis ils ont réussi à me convaincre, mais moi, je capotais. Mais moi, après 5 ans, je pense à dire que je vais le lâcher. J'ai finalement... Ça fonctionnait plus ou moins avec mon directeur de thèse. Fait qu'il dit, trouve quelqu'un d'autre. Fait que là, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Entre autres, j'ai appelé une fille que je connaissais, qui était chargée de cours avec moi, puis tout ça, puis qui était rendue à Québec. Je l'ai appelée, puis étrangement, elle m'a pas répondu. Puis j'avais essayé d'autres personnes, puis ça marchait pas, mais c'était surtout elle. Fait que là, j'ai dit, OK, just too bad. Fait que ça a duré probablement 4-5 mois, parce que, tu sais, bien, pas bien, je pourrais pas dire là, si j'étais bien ou pas bien, mais en tout cas, je l'avais lâché. Puis à un moment donné, je reçois un coup de téléphone, c'est la fille en question qui me dit j'ai vu que tu m'avais appelé, elle m'a dit j'étais en congé de maternité, tu m'appelais pourquoi? Puis au lieu de dire je t'appelais mais je suis passée à autre chose, je lui ai raconté que je cherchais. Ton histoire. Ah, je dis oui, j'embarque. Et j'ai rembarqué. C'est elle qui a un peu sauvé la donne? Ben oui. Là, en fait, moi, je faisais pas ça à temps plein, puis c'était ça le problème, là. Tu peux pas t'investir dans le doctorat, là. Puis moi, je m'investissais pas assez. C'était quand même un peu... je trouvais ça très intéressant, par exemple. Ça me plaisait vraiment, mais je voulais faire des films. En tout cas, c'était comme un peu... Mais c'est ça, compliqué. parce que les études cinématographiques, il y a Concordia pour la prod, l'UDM, je présume c'est là que tu l'as fait à l'UDM? J'ai commencé mon bac? Non. Ton doctorat? Mon doctorat, j'ai commencé à l'UDM, je le finis à Québec. À Québec? Je savais pas qu'on pouvait le faire à Québec. Tu te souviens-tu? Ça s'appelle études littéraires et de l'écran. OK. C'était quoi le titre de ta thèse finale? C'était la mise en scène des hommes dans le cinéma populaire québécois. La mise en scène... Étude de la mise en scène des hommes dans le cinéma populaire québécois. En fait, je passais par la mise en scène des hommes, mais c'était ce que j'ai étudié la représentation des femmes dans le cinéma populaire québécois. Quand on dit cinéma populaire, peux-tu me redéfinir un peu ça? Le cinéma populaire, pour moi, comment je le définissais dans ma thèse, c'était une question de box-office. OK, c'est ça. Les films les plus vus. Les plus vus par Cruising le box-office. etc. Je commençais on commence à s'organiser au début des années 80 en industrie, si on veut, fausse industrie, mais en industrie. Ouais. Et là, c'est à partir de là que les films, fait que, tu sais, Deux femmes en or, Valérie
ça rentre pas là-dedans parce que c'était pas répertorié officiellement. Fait que le film le plus vieux est Le déclin de l'Empire américain, puis je termine ça avec Louis Cyr, je pense, quelque chose comme ça. Qui était avec Antoine Bertrand. Là. Gros succès. C'est ça, Antoine Bertrand, l'homme fort? Ouais, c'est ça. C'est Antoine. Fait que ça a commencé en 1988, puis je finissais en 2013, puis moi, je vais finir mon doctorat en 2017. Fait que j'étudiais la représentation. En 2017? Oui. Mais attends, mais le garagiste, là, ça, c'était... En 2017, 2015? OK. Ouais. T'as fait ton long métrage, puis tu faisais en même temps ton... Ouais. Mais j'ai fait ma maîtrise, je l'ai faite en même temps que l'INIS. Puis j'ai fait mon doctorat en même temps que j'ai fait pratiquement 2 films. Ben, je vais finir mon doctorat au printemps 2017, puis je vais tourner à l'automne 2017 Les Salopes. Les Salopes, Les Salopes, ce film-là est vraiment issu de mes recherches au doctorat. Ah, mais ça, on va en parler, oui. Parce que... Mais attends une seconde, je suis juste curieux. C'était quoi... Tu sais, moi, je peux te dire ma raison pourquoi j'ai fait un doctorat. Parce que je voulais enseigner. Moi, c'est simplement ça. Parce que maintenant, en musique, dans les départements de musique, une maîtrise n'est pas suffisante. C'est vraiment maîtrise, tu enseignes au cégep. Et même qu'en ce moment, ils préfèrent des doctorats au cégep même. C'est rendu là. Mais, et je voulais pouvoir essayer d'enseigner un peu. Ben, je vais faire un doctorat, comme ça j'ai ça dans ma poche. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je suis chargé de cours à McGill, puis à l'UQAM, puis je suis bien content d'avoir ça. Toi, c'était quoi ta raison de faire un doc? C'était pas enseigner parce que j'enseignais déjà. Moi, j'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal, la scénarisation. Après ça, je vais enseigner la réalisation et la production, mais je commence en 2001 à enseigner comme chargé de cours. Mm-hmm. Je sors de l'INIS, puis j'ai ma maîtrise en poche. Et après ça, moi aussi, ils vont exiger le doctorat, mais moi, j'avais suffisamment d'expérience à ce moment-là. Pour être reconnu. Pour être reconnu, tout ça. Je vais vraiment, étrangement, là, tu sais, je suis pleine de contradictions peut-être. Je voulais pas enseigner, je ne voulais pas de poste. J'enseignais, j'ai toujours enseigné. Je l'ai fait vraiment par... honnêtement, j'avais le goût de cette réflexion-là approfondie. Je voulais être capable de faire ça. Puis le doctorat, pour moi, j'ai toujours été comme un peu ambitieuse. Puis ça représentait quelque chose pour moi de faire un doctorat. Mais tu voulais creuser. Tu voulais creuser, aller loin là-dedans. Je voulais être capable de faire une réflexion intellectuelle d'envergure. C'était ça mon intérêt principal. D'où lâche-le, parce que j'avais pas rien à j'attendais rien de ça. J'ai pas essayé d'avoir d'autres choses. Je voulais pas être professeur à rien. Vraiment juste par culture personnelle. Wow! Ben écoute, bravo. Puis je l'ai mené jusqu'au bout parce que je lâche pas facilement. Je l'ai amené jusqu'à terme. Puis en découvrir plus que j'étais pas... j'aurais pas pu faire j'adore vraiment lire les trucs de recherche intellectuelle. Mm-hmm. Mais je suis pas 100% intellectuel, pas 100% artiste. C'est comme un peu entre les... mais je pense qu'en même temps, aujourd'hui, oui, il y a des gens super spécialisés d'une seule chose, mais aujourd'hui, il faut être capable. La grande affaire, c'est la diversité de compétences. Même dans le seul art que tu peux faire. Moi, dans mon cas comme musicien, écoute, tu savais le nombre d'affaires maintenant qu'il faut que je sois capable de faire pour être musicien, c'est comme débile. Ouais, acteur, même chose. Ça, c'est pour les belles jobs. Là. Les jobs le fun, où est-ce que il y a tellement peu de possibilités. Fait que absolument. Tu te diversifies, mais en même temps, dans ton art, il faut que tu sois pointu en même temps. Absolument. Tu sais, comme en cinéma, tu peux pas être réalisateur, bon réalisateur, directeur photo, assistant réal. Tu sais, je veux dire, il faut que tu choisisses à un moment donné. Tu peux pas faire tu sais, il faut que tu sois un peu, comme réalisateur, il faut que tu sois un peu bon partout, mais il faut que tu sois pointu. C'est comme, tu sais, je veux dire, t'es alto, toi, je pense. Ouais. Je veux dire, non, mais c'est ma vie, là. C'est depuis l'âge de 5 ans. C'est ça. Tu peux pas être d'autres instruments, même si c'est diversifié. C'est des belles jobs, mais c'est des emplois difficiles. Précaires. Précaires, difficiles. Pour en parler longtemps. Mais on va parler des salopes, si tu veux bien. Oui. Un autre film, tant que je vais lire le résumé, rien que pour nous mettre dans l'ambiance, c'est parce que le film 2018 que tu as écrit finalement
en même temps que tu étais aux études. Mais ça, je savais pas. Là. Ça, puis là, je comprends un peu plus maintenant le film. On y va. Résumé. Heureuse en ménage et mère de 2 beaux adolescents, Marie-Claire, professeure d'université et dermatologue, mène une vie en apparence tout ce qu'il y a de plus conformiste. Si ce n'est qu'elle s'est jointe à une recherche audacieuse qui consiste à déterminer l'impact de l'acte sexuel sur les cellules de la peau. Ces travaux menés par l'étudiante Sophia l'amènent donc à multiplier les expériences hasardeuses afin de recueillir des échantillons de peau grattés au scalpel sur les avant-bras d'elle et de ses partenaires, avant et après l'amour. Jusqu'au jour où une plainte pour harcèlement est déposée par Sophia, provoquant le renvoi de l'homme responsable de l'acte qui n'est autre qu'un collègue et amant de la professeure. 3 petits points à découvrir. Ouais, je serais pas totalement d'accord avec ce choix? Cette description-là. C'est bizarre, je te lis ça un peu. Non, pas bizarre. Non, mais c'est correct. Mais tu sais, un coup que le film est sorti, là, après ça, les gens. Mais puis d'ailleurs, j'aimerais dire le titre. Excuse-moi, Salope ou le sucre naturel de la peau. J'ai pas dit le titre en plus. Qui est aussi encore disponible partout avec la magnifique Brigitte Poupard que j'aime tant. D'ailleurs, Philippe qu'on parlait auparavant m'a dit que ça avait été pas un film facile à photographier. Il y avait eu du défi là-dessus, mais qui avait trippé au bout d'aller là-dedans. Le film c'est tellement trippant. Mais... Le film est cool. T'as dit une couple de phrases de fun dans laquelle tu disais, tu sais, là je te cite entièrement, que tu disais, je souhaite ici explorer une sexualité féminine assumée, complexe, subversive. Il y avait tout le mouvement, tu sais, en plus c'est quand même un peu fou parce que c'est avant le MeToo. On tourne en plein MeToo. On tourne à MeToo, c'est vrai. MeToo, ouais. On tourne à l'automne 2017, c'est la crise du MeToo. La crise du MeToo embarque. Non, c'est parce que je mélangeais avec... oui, MeToo commençait, mais c'est pendant la pandémie qu'il y avait eu une grosse décharge. Ouais, non, c'est ça. Qui était plus tard. C'est ça, je mélange. Mais le hashtag MeToo était déjà apparu à ce moment-là. Oui, apparu là. Moi, quand j'ai vu le film... je me suis dit, je me suis demandé si tu t'étais fait lancer des roches un peu par certains mouvements. À cause des angles, parce que c'est très nuancé. Tu sais, c'est un film qui prend différents angles, puis moi j'aimais ça. Parce que d'habitude, comme au cinéma, des fois c'est rouge ou c'est vert, ou tu sais, c'est comme tellement clair. Ici, on va avec plein de zones. Moi, je trouvais ça fun. Je me suis demandé, c'est la première réaction que j'ai vue, parce que moi, j'avais apprécié le film, mais je me suis dit, est-ce que René avait reçu des plaintes? Est-ce qu'il y a du monde qui était fâché de la façon que tu avais mené ça? Non, j'ai pas eu de... il y a eu des... J'ai eu des réactions de personnes, tu sais, qui avaient compris le film d'une certaine façon, qui, moi, m'ont heurté, puis qui avaient heurté ces personnes-là, puis qu'on s'entendait pas. Comment ils l'interprétaient? Ouais, comment ils l'interprétaient, mais il n'y avait pas place à l'interprétation dans ce cas-là. Puis c'était ça qui était un peu particulier. Entre autres, je me rappelle, je ne nommerai pas personne, mais tu sais, d'une productrice, tu sais, qui était choquée parce que le directeur du département, le diplôme que tu parlais tantôt, payait pas pour ses actes. Puis là, c'est probablement la partie la plus délicate du film, que je voulais explorer quelque chose, tu sais, qu'on voit jamais. Là, tu sais, ça m'avait heurté parce que c'était comme elle le condamnait, puis il n'y avait pas lieu de le condamner parce que il y a rien. Tout est... on ne sait pas. On ne sait pas si... On ne sait pas la partie subconsciente de Sophia, puis on ne sait pas non plus ce qui s'est passé vraiment. Puis la seule personne qui est en mesure de le savoir, c'est moi. C'est moi qui ai écrit le scénario, puis c'était volontairement flou. Fait que ça m'avait dérangé que elle... C'était volontairement flou. Oui, c'était volontairement flou. C'est ça, exactement. Oui. J'explorais les deux. Mais elle voulait qu'il soit condamné, mais condamné pour quelque chose qu'on ne savait pas s'il avait fait ou pas. Ça m'avait dérangé. Après ça... Mais ça, c'était un commentaire d'une productrice. D'une productrice. Mais tu l'as-tu souvent, ce commentaire-là, à propos de ça? Non, j'ai pas eu ça. Okay. Le film a été présenté, puis au sortir des représentations, parce que je me suis promenée en festival, au sortir des représentations, là, m'attendait toujours un groupe de femmes qui venaient me dire que
C'était leur vie, c'était Ah oui? de façon surprenante. Ça, j'ai pas vu que ça avec les autres films, tout ça. Là. Les femmes m'attendaient pour me dire, c'est moi, là, c'est ma vie. Ça, c'est ce qui s'est passé. Puis elles sentaient le besoin de venir me le dire. Fait que ça, c'était plutôt positif. Ensuite de ça, négatif, il y a eu en Italie que le film Joe Ballas qui l'avait amené à Milan, cinéma québécois. Puis en principe, le film aurait dû faire une tournée. Et ça, ils ont refusé que le film circule. Suite au visionnement, suite à la première là-bas? Non, ils acceptaient que mais en tout cas, tu sais, je veux dire, le film était présenté dans le cadre d'un festival cinéma québécois à Milan, puis suivait ça, ensuite de ça, une tournée à travers l'Italie. Et là, à travers l'Italie, là, ils ont dit non, on n'amène pas ce film-là. Ça, j'ai su ça par après. Mais pourquoi? Les Italiens, ça passe pas en Italie? Ça passe pas en Italie? Non, ça passe pas. Ah non, mais ça passait pas, là. Ça passait pas. Wow. Non, mais ça passait pas. Je les présentais après ça en France, puis il y avait une femme là, qui se voulait, avec un homme qui était en charge d'un festival. C'était un gros nom connu, là. C'est lui qui est parti, je pense qu'il est parti du festival de Cannes. Et j'oublie son nom, sais-tu? Il était avec une femme qui était plus jeune que lui, fervente féministe. Elle s'est assise dans la salle, puis elle est sortie en beau furax, puis on était dans un festival, parce que je lui ai parlé. Ouais. Elle avait complètement mal interprété le propos. Le film. Ouais. On avait discuté. Ça, il y a eu ce genre de truc-là. Puis quelque chose aussi, on l'avait soumis à Venise. Puis le directeur du festival de Venise avait pris la peine de rappeler c'était Andrew à ce moment-là, de rappeler Andrew pour lui dire à quel point qu'il avait haï ce film-là sans bon sens. Alors que, tu sais, généralement, tu sais, c'est un refus, on le prend pas d'attitude, mais lui, là... Il fallait qu'il s'exprime. Ah, j'aime ça, moi. Moi, qui détestait ça. T'es pas fier un peu de ça? Moi, j'aime ça parce que... Oui, c'est un film provoquant, fallait que ça... Tu sais, quand que la personne, elle se donne la peine d'aller te dire que c'est pas bon, puis là, tu fais... OK, mais ça, c'est... Pas qu'il disait pas bon, il disait qu'il avait haï. Non, mais de la haine, c'est quand même un pas pire feeling, là. Tu sais, lui, il y a comme... c'est allé chercher, mais ça provoque quelque chose de... Ouais, c'est venu beaucoup des femmes aussi. Puis j'avais été en contact avec un homme qui me disait que ce film-là, qu'il l'avait vu, il dit faut que ça passe dans un festival. Ah, là, tu sais, c'est... Puis il était venu pour l'acheter, le film. OK. Puis il y avait un collaborateur, il était deux dans la boîte de distribution. Puis c'était quand même quelqu'un d'assez bien planté en France. Et les deux femmes ont refusé que ce film-là soit... Ils l'ont pas pris. Et sûrement les épouses, la mouvance MeToo aidait pas non plus à cette époque-là en se disant on peut pas... En ce moment, il y a une mini-révolution qui est en train de se faire parce que c'est un peu ça qui se faisait avec le MeToo. Les gens, enfin... affirmait haut et fort les trucs qui se passaient. Mais le film était là-dedans. Oui, je suis d'accord. Le film était là-dedans. Sauf que pour bien des gens, ils le voyaient pas comme... Ils étaient pas capables de le voir comme ça. En fait, ça demeure le problème encore aujourd'hui. C'est le problème de la sexualité féminine. Tu sais, je veux dire, femme, sexualité égale négatif. Puis on est encore là. Puis à raison, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de drames et beaucoup de trucs négatifs. Mais femme, sexualité, positif... Tu penses qu'on n'a pas encore franchi ça? Ben, non, OK. Mais il n'y a pas eu une amélioration? Je veux dire, si tu regardes, tu sais, quand il est question de sexualité des femmes, c'est quand même assez négatif. Puis tu regardes le dernier film qui fait beaucoup, beaucoup, là, tu sais, de Substance. Vas-y donc. Substance, c'est encore, tu sais, peut-être que à quelque part, peut-être que ça se passe à l'intérieur du personnage, mais on est encore à côté sur la position de la femme qui doit être choisie, reconnue pour sa beauté et son apparence. On est encore là. Fait que The Substance ne va pas tellement plus loin que ça. Là. On est encore... Non, mais ça, par contre, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le Substance n'amène absolument rien de nouveau. Non. C'est juste... Le film est flamboyant. Exact. Mais sur le plan du contenu, il n'y a rien. Non, mais il est le fun à regarder, c'est ça. Moi, le film, du début à la fin, j'aimais ça. La fin grotesque, j'éclatais de rire. Je trouvais ça complètement débile. Je trouvais ça le fun.
mais dans le propos, c'est assez vide. Qu'est-ce que tu as pensé de... Non, mais c'est assez vide, mais non, mais dans le sens qu'on le sait. On est encore, quand tu dis si on s'est amélioré, tu sais, ce film-là, puis tu sais, c'est à croire aussi, à quelque part, tu sais, qu'est-ce qu'on laisse filtrer, qu'est-ce qu'on est prêt à voir en termes de sexualité féminine. OK, on est capable d'admettre, tu sais, que la femme, tu sais, est prise dans ses clichés, mais tu sais, paquet de clichés qui circulent autour de ça. Qu'est-ce que tu pensais de Baby Girl? Ah ben Baby Girl, j'ai préféré Baby Girl à The Substance. Oui. Même si le film est moins... Puis, en termes de contenu, ben, tu sais, l'exploration est intéressante. Ils vont loin dans l'exploration. Et moi, à un moment donné, j'étais plus capable. À 4 pattes, là, c'était comme... Ah! Je filais pas bien. Mais à la fin, tu sais, ça se termine comment? Ça se termine, la femme, elle rentre à la maison, elle montre à son chum 2-3 petits trucs pour comment la faire jouer. Puis ça se termine là, puis tu sais, elle reste avec son mari dans cette famille-là, hyper traditionnelle, avec leur belle maison, leurs 2 beaux enfants. Maintenant, madame est capable de jouer dans les mains de son mari. Fait que la fin est super décevante. Mais il se promène quand même pas mal. Puis dans des pas pires zones. Oui, puis c'est par moments, c'est malaisant, là, tu sais, elle veut pas totalement. se mettre à genoux, puis elle a envie d'y aller, puis c'était comme, tu sais, il y avait beaucoup de mal. Fait que j'ai préféré ce film-là parce que, sur le plan, pour moi, le contenu est toujours plus important que la forme, peu importe, mais, pour toi, un bon film, c'est une drôle de question, je sais pas si même sûrement tu as une réponse à ça, pour toi, un bel exemple qui explore bien la sexualité féminine à l'écran. T'en as-tu un film que tu trouves que ça, c'est un bel exemple? Ben, ça peut être un vieux film, hein, c'est pas obligé d'être ou récent, là, mais tu sais, quelque chose que tu fais... Ah bon, ça, c'est rafraîchissant de voir cette sexualité-là féminine à l'écran. Ouais, c'est un vieux film, en fait, tu sais, qui moi, que j'ai vu, j'étais jeune, là, Henry and June, qui avait quelque chose de... Ah, mon Dieu! Hey, je suis content que tu le nommes, ce film-là. C'est un vieux film. Super bon film. Kaufman, début des années 90, je pense. Oui. Comment s'appelle la fille? Anaïs Nin, mais elle représentait Anaïs Nin, comment elle s'appelle? Maria, elle joue dans Pulp Fiction, puis elle joue aussi dans le film de Stéphane... voyons, excuse-moi, j'allais dire Stéphane Lafleur, qu'est-ce que je dis là? C'est un bon copain qui a fait un film. T'avais-tu vu ça, Attends, le lien... Oui, ça me dit quelque chose. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas de bon sens. Henry and June. Henry and June, qui était Stéphane Lapointe, a fait un film qui s'appelait Les Maîtres du Suspense. Et elle était venue tourner à Montréal, elle, parce qu'elle parle parfaitement français. Puis il y a Uma Thurman aussi qui joue dans ce film-là. Ah oui, mais ce film-là explore une sexualité féminine, tu sais, puis qu'on voit rarement, parce que, tu sais, elle, Anaïs Nin, tu sais, ses écrits, moi j'ai lu ça aussi, tout ça, ben, tu sais, elle se positionne pas par rapport aux hommes. Elle vit sa propre sexualité, puis c'est complexe. Elle a son mari qu'elle aime, elle a cet amant-là, il y a cette femme-là. Alors, tout est assez... C'est un beau film. Oui, c'est un beau film avec cette très, très, très sensuelle. Uma Thurman est superbe là-dedans, qui fait la muse des deux. Ouais. Alors, ce film-là est, sur le plan de la sexualité féminine, est ben à l'avant-garde. Oui, OK. Ben écoute, gars, mais c'est bon, on le dit comme ça, comme s'il y en a qui vont peut-être aller l'écouter. Donc, film... J'ai pas envie de dire que le Salope, c'est un film érotique, mais ça l'est un peu, quand même, pas mal, tu sais. Je pense pas. Mais c'est pas érotique, là, mais sexuel. C'est plus le mot, tu sais, dans le sens que je trouve que le sexe... ou ça, c'est un autre sujet que je suis curieux de discuter avec toi. Le sexe à l'écran au Québec, c'est quelque chose de complexe. Partout, c'est complexe. C'est complexe à tourner aussi. C'est quoi? Non, ça, j'en doute pas. Mais, tu sais, il y a eu des longues années où est-ce qu'on n'en montrait pas au Québec. Des fois, il y en a un film qui pop comme ça. Ouais. Est-ce que ça, t'as dû te battre avec, justement, ben, tu sais, parce que je sais que c'est toi qui l'as produit, c'est toi qui l'as réalisé, t'as fait le scénario, mais il y a quand même toutes les instances, les institutions qui sont en arrière. Ils sont arrivés plus tard, les instances. Téléfilm a embarqué, puis la SODEC a refusé carrément. Catégoriquement. Pour d'autres questions de... Éthique? Oui, questions éthiques. OK. Ça portait trop flanc à la critique, puis ils avaient pas... ils voulaient pas aller là. C'était pas assez clair. Mais... Érotique, tu sais... Non, mais érotique, c'est un drôle de mot, là. C'est un drôle de mot. En fait, moi, tu sais, je veux dire, moi, je voulais vraiment faire... En fait, tu sais, je sortais de j'étais en plein doctorat.
quand je l'ai écrit. Puis c'était vraiment, je ramassais tous les clichés, tous les stéréotypes sur les femmes, puis je les revirais tout un à la suite. C'était-tu suite, tu disais quand tu sortais du doctorat, mais est-ce que ces trucs-là, tu les as observés au doctorat? Ben oui. Pour vrai? Ben oui. Non, je veux dire, il y a des trucs là, que j'ai observés là, sur la représentation des femmes sur ces 25 films-là. C'est hallucinant. Le film le plus évolué sur la sexualité des femmes, c'est le plus vieux, c'est le déclin de l'Empire américain. Le déclin de l'Empire américain parce que là, les femmes ont un nom, les femmes ont une job, les femmes ont une sexualité pour elles-mêmes. Tous les autres films, c'est pas ça. Là. La femme... un objet sexuel. De désir. Des trucs assez fascinants sur le plan aussi inconscient, dans Bon Cop, Bad Cop, dans plein de... sur la représentation. Ben, inconscient, en tout cas. Non, mais je comprends. Oui, je pense que c'est inconscient. Tu penses? Oui, tu sais, inconscient. Oui, on a tous, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie de notre culture, puis c'est intégré. Dans Bon Cop, Bad Cop, je sais pas si tu... je suis capable d'aller là. Ouais, OK. On peut y aller. D'accord. Dans Bon Cop, Bad Cop, la prémisse de base est, lui, Bouchard, qui s'appelle, habite dans le meilleur des deux mondes, là. Il est séparé de sa femme, puis sa femme est un sexe symbole. Mais ça lui permet, OK, d'avoir le lien avec la petite, parce que c'est la petite qui disparaît. Oui. Alors, lui, il y a un lien très, très fort avec la mère de sa fille. Puis, mais ils vivent pas ensemble. Fait que lui, ça lui permet d'aller ailleurs. Ce qu'il fait dans le film, d'ailleurs. Sans passer pour un tout croche. Sans passer pour un tout croche. Puis il faut savoir aussi que dans tous ces films-là, il y a juste dans le déclin de l'Empire américain que les mères ont de la sexualité. Dans les films populaires. Les mères n'ont pas de sexualité. Attends. Ah, OK, c'est juste dans l'Empire que les mères ont de la sexualité? Ouais, quand ils parlent. Oui, OK. Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Elle est chargée de cours, puis elle a des relations sexuelles. Exact. Autrement, les mères ne baissent pas. Au cinéma québécois. Elles ne baissent pas. Fait que dans Bon Cop, Bad Cop, la mère baisse pas. On la verra jamais baiser. Non. Et pourtant, c'est un sexe symbole. Mais on va aller chercher une autre belle fille qui va faire la scène de sexe. Qui va faire la fameuse scène de sexe. Mais ça affecte pas l'image de l'homme parce qu'il est pas infidèle. Puis il aime sa fille. Ouais, il aime sa fille. Puis en fait, ça même, je te dirais que ça... Dans l'inconscient, c'est donne encore une plus belle image. Ben, c'est juste une question d'image. C'est juste une question d'image, parce qu'après le monde, on le trouve cool. Oui, on le trouve cool, puis il n'y a rien qui vient de l'égratigner, parce qu'on est dans un film populaire. Alors, Bouchard est super bon, mais si Bouchard avait été un salaud qui trompait sa femme, autre chose. Ça marchait pas. Fait que c'est pour ça, je dis inconscient, c'est pour ça qu'on en arrive à ça. On va quand même chercher Lucie Dorier, qui... C'est un peu assez drôle, hein. Là, tu me dis ça, c'est vrai que il y en a plein d'exemples comme ça. Ben, tu sais, les femmes ne baissent pas, et puis, tu sais, c'était Laura Mulvey, tu sais, la femme spectacle, t'as ça dans toutes cette scène-là, quand il va baiser avec la sœur de l'anglophone, t'as la scène spectacle, où est-ce que c'est la beauté de la femme qui est mise de l'avant. Là-dedans, dans Bon Cop, Bad Cop, lui, il est couché sur le dos, puis il en revient pas qu'il est en train de baiser avec cette belle femme-là. Fait que ça, c'est souvent représenté. Puis il y avait un film aussi qui était pas dans mes études, mais dans Les Mauvaises Herbes de Louis Bélanger, qui est quand même, on est quand même ailleurs comme genre de film, tout ça. Puis c'est Louis Bélanger, là, qui fait des super bons films, qui est capable d'aller ailleurs. Ben, là, la scène spectacle, elle arrive où? Ben là, tu sais, t'as deux hommes qui sont allés chercher une homosexuelle, qui est quand même cute, tout ça. Puis la scène de spectacle arrive où? À un moment donné, pendant le film, ils se retrouvent... Je vais me faire tirer des roches. Pendant le film, ils se retrouvent dans un vieux bar où est-ce qu'il y a juste des vieux bonhommes des vieux bonhommes qui prennent une bière, tu sais, le petit pic du bar de région, tout ça. Puis il y a une piste de danse au centre. Et comme par hasard, qui danse? C'est elle, la fille, qui est l'héroïne, avec sa nouvelle blonde. Alors, t'as deux super belles filles qui dansent devant des vieux bonhommes en s'embrassant de façon hyper sexy. Cette scène-là, elle est partout dans le cinéma québécois et ce n'est jamais des mères. C'est pas les mères. Les mères n'ont pas les mères ne baissent pas. Mais on parle toujours... Moi, j'ai étudié les 25 films les plus populaires au Québec. Oui, non, mais on s'entend parce qu'il y a d'autres... Les Mauvaises Herbes rentrent même pas là-dedans. Non, puis il y en a d'autres. Sur le plan de la sexualité, c'est là qu'on... C'est tabou?
Une mère qui a des rapports sexuels? Visiblement, oui, parce que... T'es capable de l'expliquer pourquoi? Il y a un malaise? Y a-tu un malaise de société par rapport à ça? La sexualité. La femme, tu sais, je veux dire, l'homme, lui, il est pas... Tu sais, ça tend à changer un peu, mais pas tant que ça non plus. L'homme est plus facilement infidèle que la femme, parce que l'homme, il a de la misère un peu avec ses pulsions. Il aime tellement ça, lui, la sexualité. Alors que la femme, elle, on est des oies blanches un peu. Mais cette pression-là d'être une oie blanche... fait quoi chez la femme? Fait en sorte que ça... Ça réprimande? Ça réprime sa sexualité. Ouais. Ben oui, on est des oies blanches, nous. On n'aime pas ça, nous, la sexualité. Fait que, on est représenté de cette façon-là. La femme aime la sexualité. L'homme cherche plein de femmes, mais la femme, elle cherche juste un homme. Foutaise, là. C'est pas vrai, mais c'est représenté comme ça, le cliché. Puis... la fidélité est comme, quand même, ça fait partie des valeurs les plus traditionnelles. Puis là, tu descends même. Là, c'est pour ça que tu regardes aujourd'hui la nouvelle génération. Là, avant de se mettre en couple, là, il y a quand même plusieurs étapes où est-ce qu'ils peuvent explorer leur liberté avant d'arriver. Mais quand ils arrivent là, à se mettre en couple, ils sont fidèles. Ils sont fidèles, à moins d'être polyamour ou d'être un couple ouvert, mais en général. Fait que la notion de fidélité est quand même assez... puis on parle même pas aux États-Unis, on parlait de Baby Girl tantôt. Ouais, c'est autre chose. C'est vraiment... aux États-Unis, la fidélité, le couple, tout ça, c'est une coche au-dessus de nous, mais nous aussi quand même. OK. Écoute, ça m'amène à aller à l'autre film. Ouais. On va aller avec Inès. Que je peux lire? Je peux lire le résumé pour nous mettre dedans. Inès, 20 ans, vit une relation malsaine avec son père Christian, chez qui elle habite. Serveuse dans un bar branché, elle rend souvent visite à sa mère Claudel, émurée depuis 10 ans dans un silence catatonique. Coincée entre un milieu de travail toxique et deux parents incapables de la comprendre et de l'aimer, Inès dérape. Elle multiplie les expériences sexuelles violentes, elle consomme des drogues dures, elle s'adonne au chamanisme. La jeune femme, poussée par son paternel qui l'invite à trouver sa propre voie, se laisse emporter dans une spirale infernale de laquelle elle sortira peut-être grandie. Avant que je lise... ça non plus, ça veut... Avant que je lise le résumé, je t'ai vu, tu hochais la tête, là, t'étais comme... Non, mais le résumé... c'est un résumé! C'est tough, résumer les affaires. Non, mais le résumé, c'est parce que, tu sais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est correct. Puis t'avais quelque chose de fou, là. Moi, ça, faut qu'on en parle. Sur le poster, il y avait un tagline. Ça, on en a plus, là. C'est quelque chose qu'on a perdu dans la culture cinématographique, puis ça me rend triste, parce que moi, j'aime ça, les taglines. C'est à 20 ans, c'est parfois plus facile de se perdre que de se trouver. Hey, il y a plus de au Québec, ça par contre sur les posters, on n'a pas de tagline. Puis il y en avait un, puis j'étais comme OK, c'est pas pire. Mais cette phrase-là, c'est pas mal la phrase directrice du film, tu sais. C'était ta phrase magique. Oui, non, mais quelque part un peu. T'sais. Oui, parce que tu sais, c'était ça un peu, tu sais, c'est donc beau avoir 20 ans. Ben non, c'est compliqué en maudit d'avoir 20 ans, puis de se trouver, puis tu sais, je veux dire... Limite pire que la crise d'ado, honnêtement. Ouais, ben tu sais, oui, parce que là, t'es rendu là, puis t'as tout ce qu'il faut, puis mais c'est pas en place, tu maîtrises pas, ça dépend, il y a des gens qui y arrivent plus facilement que d'autres, mais tu sais, c'est quand même une période charnière, puis si t'en manques, ça va être difficile. Non, si t'en manques, il y a des répercussions. Puis, tu sais, ça se passe là l'identité, la coupure avec les parents, te lancer dans le vide, trouver ta place, trouver ta voie, trouver ta confiance. Puis... Ça a été une période tough, toi, quand tu y penses? Oui, quand même. Pas besoin d'y penser beaucoup. Mais ça ressemble pas à ça, par exemple. Non, c'est ça, j'allais dire. T'es pas allé là, quand même. Non. Mais pourquoi quand même des éléments, oui, là, par exemple, mais pas les drogues dures. Pourquoi tu voulais aller là? Pourquoi tu voulais aller dans... visiter ça? Des expériences très, très proches. OK, parfait. Très, très proches. On a besoin d'exprimer ça. Je trouve que, en tout cas pour moi, le cinéma, c'est un peu ça que ça fait. Moi, je garde, parce que je suis partout dans mes films, là, mais tu sais, je suis pas, c'est pas de l'auto-cinéma, là. Fait que bonne chance pour me trouver, mais tu sais, moi, je sais où ce que je suis. Puis, tu sais, tout ce qui est conflictuel, problématique, questionnement, tu sais, c'est une façon
pour moi, d'écrire des scénarios, surtout, c'est une façon d'essayer d'avoir du contrôle là-dessus, parce que tu mets ça à l'écart, puis tu regardes l'objet de loin, là, tu sais, à une distance. Fait qu'il y avait ça avec Inès, de mettre des trucs que je n'étais pas capable de gérer dans la vraie vie. Fait que tu mets ça sur... Puis là, tu l'observes aussi. Tu l'observes d'un ouais. autre œil. Il y a quelque chose de limite méditatif là-dessus. Oui, ben il y a les deux. Tu le mets là, fait que tu as du contrôle dessus parce que tu peux changer ce que tu veux, mais tu le mets là pour l'observer puis le regarder. Puis en même temps, cette concentration-là sur des petites choses amplifie l'expérience de la vie, en fait, parce que la vie va tellement rapidement que quand tu écris un scénario, tu vas t'arrêter sur des petits gestes, sur des échanges verbaux entre deux personnes, des regards, des mots. C'est de la vie en concentré. Là. Vraiment. Dans la vraie vie, c'est pas si souvent que ça non plus, qu'on a le temps de on peut fêter, mais la fête marche pas toutes les fois. Là. Quand il se passe vraiment quelque chose, mais dans un scénario, presque à toutes les scènes, il se passe quelque chose de précis dans lequel tu peux explorer puis approfondir. Fait que c'est une façon de vivre plus, en fait. De vivre plus. Ah, j'aime ça. Et ce film-là, il est super. En plus, ça avait été un peu une belle révélation de Rosalie que tu es allé chercher. Ray Dupuis qui est là-dessus. Moi, et là, ça va amener le pont vers le prochain film. Je vais t'expliquer. Moi, c'est à ce moment, après avoir visionné ce film-là, que j'ai fait, je pense que je comprends la signature de René. Je pense. Et c'était quoi? Et Habiter la maison a un peu confirmé ce que je pense. Ah, ok, je pensais que tu m'avais dit que ça avait infirmé. Non, mais à Inès, je me suis dit, je pense que c'est ça. Et là, après, quand j'ai fini Habiter, je fais, je pense que c'est ça. Et là, je vais faire un truc global de tous les films ensemble. Et là, j'ai le droit de me tromper. Ah oui. je vais là. Mais tu sais, je me suis dit, t'as une étrange admiration envers la souffrance. Ah, ok. Moi, c'est comme ça que j'ai tout vu ça. Ok. Qui est un thème quand même récurrent, dans le sens que... Ou dans Les Salopes. Mais dans Les Salopes, il y a la souffrance de Sophia, quelque part. Ou la dite. Elle souffre, ça, c'est sûr. Elle souffre, mais il y a une souffrance. Il y a toujours un élément... Du cinéma, il y a tout le temps des Je sais. Non, mais sauf que... OK, peut-être que tu as raison. Dans Les Salopes, moins présent. Mais dans les autres, oui, quand même. Au centre du personnage qui part, puis et là, on va aller vers Habiter la maison. C'est quand même il y a beaucoup de moments où je sentais, même dès le début, tu sais, parce que le pauvre personnage de François Papineau, tu sais, il y en a beaucoup sur lui. Il y a beaucoup de rage, d'inconfort, il y a tout ça. Puis déjà, dès le début du film, quand on fait les adieux, il fait les adieux à sa pas adieu, mais tu sais, sa fille déménage, tout ça. Et déjà, c'est là que tout s'effrite. Puis là, tu vois, il sait pas comment gérer ça. Puis tu sais, c'est dur à regarder, puis ça t'amène, tu sais, moi, ça m'a amené plein d'affaires à penser à mes parents quand je suis parti. Maintenant, moi, un jour, mes filles vont partir. Ça m'a amené moi, j'ai écouté le film avec ma blonde, puis ça m'a amené de longues discussions. Après ça, d'ailleurs, je vais lire ça parce que là, le film sort évidemment le 21. Et voici le synopsis. Simon, entrepreneur, vit avec sa famille dans une magnifique maison d'architecture typiquement québécoise qu'il a construite dans un coin retiré des Laurentides. Cette famille, composée de 3 enfants, de leurs parents et de leur grand-mère paternelle, vit, comme toute famille, des moments importants, des transformations, des bouleversements, où les rêves des enfants se heurtent à ceux des parents. Sur une période de 10 ans, on y voit des départs, des séparations, des retours, des décès et des naissances. Voilà. Ouais, et ça, le résumé est bon. Le résumé, il est pile poil, en fait, dessus. Mais, t'as-tu un tagline? Non. Ah, OK. Non. En fait, je serais pas capable d'en faire un parce que... Le tagline, il faut que tu les cherches un peu. Là. Mais aussi parce qu'il est complexe, le film. Ouais, c'est un film choral, là, c'est sûr que c'est un film choral, donc dans ce temps-là, c'est... Puis je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené avec ce sujet-là? En fait, le film s'est écrit tellement vite,
Puis j'ai pratiquement aucun souvenir de la démarche d'écriture. C'est vraiment fascinant. Wow. On a fait construire, on a vendu la maison familiale, nous, après le départ du bébé. J'ai 3 enfants. Attends, 3? Oui. Qui n'ont pas rien à voir avec eux, nécessairement. Non, mais c'est un peu la même géométrie, c'est-à-dire un garçon, 2 filles? Non, c'est une fille, un garçon, une fille. Oui, c'est la même chose. Okay. Ouais, une fille, un garçon, une fille. Puis, on a vendu la maison familiale. J'étais vraiment... Puis, on a fait construire une maison dans les Laurentides. Là, t'habites là? Oui. Non, j'habite à Montréal, mais c'est une résidence secondaire. OK. Puis, on a fait construire cette maison-là, qui a été toute une aventure pendant la pandémie, puis tout ça. Puis, c'était vraiment une maison à notre goût. Puis, c'était une façon, en fait, de construire cette maison-là, parce que c'est ça le lien. On a vendu la maison familiale, puis on a fait construire cette maison-là, qui est un chalet, si on veut, mais on a fait construire ce chalet-là pour tout le monde, pour que ça soit le chalet de tout le monde. OK. Fait que, tu sais, on peut plus vivre dans la maison familiale parce que tout le monde est rendu grand, mais le chalet était pour tout le monde. Puis, je me suis trouvée dans cette maison-là, puis je ne savais pas à quel point la place que ça avait pris, parce que ça me tombait un peu ses nerfs, parce que ma mère n'arrêtait pas de quand j'étais jeune, tu sais, quand on est parti, c'était un moment tragique pour elle. Puis moi, ça se voulait pas tragique quand les enfants partis, puis je voulais pas que ça soit tragique. Puis... OK, ça s'est pas du tout passé comme dans le film pour toi. Non, mais il y a des émotions, là. Un refus du tragique, là, du départ des enfants, mais c'est quand même ça qu'il y a derrière le film. C'est le départ de mes enfants, qui sont partis. Puis ce truc-là Fait que la maison, le départ des enfants, ça a fait ce film-là qui est sorti en 3 semaines. Non! Ouais, pratiquement. Arrête. Comme ça, là. Ouais. J'avais un petit bout d'écriture entre le père et le fils qui avait été écrit précédemment, mais pas dans ce contexte-là. Que tu as repris, puis que tu as remis. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'était le père et le fils. C'était le père et le fils. Fait que c'est sorti très, très rapidement. J'ai pas de souvenir de l'écrire. Je me rappelle juste que je l'écris dans ma maison, puis je veux tourner ça dans ma maison. Ça n'a pas lieu dans ma maison, mais c'était ça. J'allais dire popé maison. Ouais. La popé aussi, la mienne. Mais c'est pas ça. Ma blonde me disait, ça n'a pas de bon sens, cette maudite maison-là. Oui, vraiment, on avait la maison. Puis, mais c'est ça, le départ des enfants. Puis, ce que je comprends aussi, c'est quand t'es dans la famille, tout ça, tu sais, comme lui, Simon, il veut le mieux pour ses enfants, puis il est sûr que c'est le mieux qu'il fait. Mais c'est quel parent fait pas ça, tu sais? Puis moi, j'étais une mère cool, puis tout ça, mais tu sais, j'avais comme des... qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a comme des attentes à quelque part envers les enfants. Pas des attentes... je sais pas comment dire, tu sais, Non, vas-y, allons là. J'étais libre, là, tu sais, je veux dire, dans le sens, c'est les enfants, du moment où est-ce que ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, tu sais. Exact. Tu sais, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, tout ça, mais tu portes quand même, parce que tu portes quand même une charge... En fait, la coupure n'a pas lieu. Peut-être que c'est ça aussi. Tu sais, quand tu pars, là, que tu as 20 ans, parce que je me rappelle de mes 20 ans, puis tu sais, la coupure est difficile, de couper avec les parents, tu sais, parce que... puis même que si les parents retiennent pas tout ça, mais c'est difficile aussi, la coupure, comme parent, avec les enfants. C'est-à-dire, tu sais, qu'il y a comme... Tu sais, on est... tu sais, envers les... Je sais pas, quand t'es enfant, t'es la même famille, t'es juste une unité. Ouais. Quand les enfants, les jeunes adultes, ils partent parce qu'ils ont besoin de s'émanciper de cette famille. Exact. Mais toi, comme parent, tu représentes la famille, puis cette émancipation-là est difficile comme parent sur le plan de, OK, cette personne-là devient différente, là, j'allais dire trop différente, mais pas nécessairement, mais devient différente de ce que tu avais vu, de ce que tu pensais. Puis tout ça se fait pas. Et puis c'était vraiment cool. Là. Moi, j'ai pas de pression, je les ai pas obligés à étudier, je les ai pas obligés à rien. Sauf que c'est juste la coupure, en fait. T'sais, c'est comme, OK, ils deviennent des adultes, mais OK, c'est ça. Puis ils sont beaux, puis tout. Mais c'était pas ça que je voyais, ou je me vois plus, là, à quelque part. Fait que, tu sais, la coupure est difficile comme parent mais aussi. Mais t'es encore très proche de tes enfants. Ah oui, je suis très, très... Oui, très, très proche, puis tout se passe... Non, c'est pas vrai, mais tu sais, dans l'ensemble... Ça se passe bien ensemble. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais cette coupure-là, tu sais, c'est quelque chose de profond que je parle. Tu sais, les attentes, c'est pas...
sais, comme dans le film, je veux dire, la dernière, elle ressemble à son père, tu sais, je veux dire, elle ressemble à son père. Énergie, oui, la même énergie, la même de passion, affirmation, tu sais, puis elle est sûre de ses affaires, tout ça. Puis, mais ça se confronte parce que, tu sais... Mais c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça, mais... Tu le sais pas ce qu'ils vont être tes enfants, comme toi ils sont petits là, tu ne sais pas ce qu'ils vont être, mais ils ont déjà leur personnalité bien sûr, mais à un moment donné t'es plus le parent là. C'est ça. Non, ça par contre je pense que je suis en désaccord avec toi. Il y a quelque chose qui coupe. Il y a quelque chose qui coupe. Ouais. Ben moi sincèrement c'est tout aussi beau que quand ils avaient c'est toujours aussi beau, mais à un moment donné non, t'es plus parent. T'as plus de... Tu sais, ils vont demander conseil, mais il y a quelque chose qui... T'es plus parent. T'es pas parent toute ta vie, là. Si les enfants s'émancipent, tu penses? Je sais pas. Moi, je pense que... Je suis très proche de ma mère, puis je vais l'appeler, je vais lui confier plein d'affaires, mais je veux dire, j'ai plus sa voix dans mes décisions. Je les ai eues longtemps, mais j'ai plus sa voix dans mes décisions. Puis mes enfants... C'était ça que je voulais leur donner. C'était ça que je voulais leur donner. Ils ont plus ma voix dans leurs décisions. Ils sont souverains. Ouais. Puis cette souveraineté-là, quand tu le regardes, tu te dis « Ah, mon Dieu, c'est juste différent, c'est juste... » OK, ça, je t'entends là-dessus. Moi, mes parents m'ont toujours, tu sais, même chose, m'ont fortement conseillé sur certaines choses, mais j'ai quand même mené mes décisions à mon goût. Mais entendre leur opinion est une des choses les plus importantes pour moi. Tu comprends ce que je veux dire un peu? C'est plus important que ben des collègues. Prends-le à l'inverse. OK, ouais. Quand tu vas être parent, puis tes enfants, tes conseils vont être des conseils. Puis là, pour l'instant, c'est pas des conseils. Non, là, c'est une construction. C'est une construction. C'est cette cassure-là. Cette cassure-là, ouais. Tu sais, toi, tes parents te conseillent, puis c'est important, mais eux autres, ils sont juste conseillers maintenant. Ouais. Je sais pas. C'est déjà très beau. Écoute, là, moi, je suis comme un peu... je suis fils à parent, là. Je suis comme... J'appelle mes parents tous les jours, là. Je suis comme un peu intense avec ça. Mais chacun... Je suis pas mal là aussi, quand même. Pas tous les jours, mais tu sais, je veux dire, je vais parler à ma mère au moins. Ma mère est décédée l'année passée, mais 1 à 2 fois par semaine. Moi, je pense quand on skip une journée ou 2... Ça arrive peut-être 2 fois dans l'année, puis c'est weird. Non, pas tous les jours, par exemple. Moi, c'est comme une routine. Même pas grand-chose à se dire, mais on se parle un peu. C'est une façon, je pense, de connecter, de rester dans ça. Ma blonde, complètement l'opposé. Elle va parler à sa mère 1 fois ou 2 semaines, puis c'est bien correct. Donc, je pense qu'il y a toutes les... Oui, tout est possible. Tout change un peu, tout bouge selon chacun, mais définitivement, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Je me suis posé une question. Pendant le film, à la fin du film, premièrement, je sais pas, tu me le dis, je suis content, là, tu sais, t'as ton chum, avec qui t'es encore? Oui, par des enfants. Super. Mais je me suis dit, j'étais à ma blonde, je disais, je sais pas si René a un chum, ou si c'est ça qu'elle vit, mais je dis, quand son chum a vu le film, il a pu te dire, t'essaies-tu de me passer un mess? Y a-t-il quelque chose que j'essaie de me... quelque chose que je devrais comprendre. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas saisi des dernières années? Tu sais, je veux dire, tu sais, un film... c'est ça que j'aime aussi, tu sais, dans le cinéma, de la transposition, Ben oui. Tu sais, il y a plein de... T'es pas redevable de rien, c'est de la fiction, là. Ça, je trouve ça, qu'est-ce que tu as dit là? La transposition. Ça, je vais te parler. OK. OK, c'est bon? OK. La transposition. Tu sais, moi, il y a un truc que je faisais quand j'étais petit. Alors, avec mon rapport avec le cinéma, il est super gros. Moi, je suis un gars de cinéma. J'en mange. C'est maladif. J'ai failli... je suis musicien parce que j'ai trop investi de temps jeune. Là-dedans, j'ai comme fait, je vais voir ce qui se passe, ça s'est passé. Mais sinon, ça aurait été le cinéma. Donc, moi, mon rapport avec le cinéma, c'est drôle parce que j'en parlais avec ma sœur qui est mordue comme moi là-dessus. Ma sœur et moi, on regardait beaucoup de films ensemble, puis on était colocs, on écoutait des films tous les soirs, on écoutait un film. Puis quand on parle de film, on faisait cette espèce de jeu un peu niaiseux, peu importe le film, un classique, pas un classique, dans lequel on fait, là, il y a un personnage qui parle un peu, puis je fais, ça c'est toi. Puis elle fait, ouais. Je fais, ouais, non, tu sais, le caractère. Là, puis après, on se spot dans le film. OK. C'est un jeu niaiseux, mais c'est agréable parce que, en même temps, ça apprend à découvrir comment l'autre te perçoit, comment l'autre te voit. J'ai mes 2 enfants qui
sont mordus du cinéma un peu énormément à cause de moi, parce que je les amène au cinéma presque une fois par semaine. On regarde des films, on chasse. Et sans que je leur montre, ils font elles-mêmes la même chose. Ah oui, OK. Les deux, ils ont c'était dit, regarde un film, fait, hey, Ariette, toi, c'est elle. Non. Puis ils transposent. Ils transposent ce qui va à l'écran. Peu importe le film, un petit film d'horreur, un film d'une comédie, un film dramatique. Ils vont aller chercher eux là-dedans. La transposition, puis évidemment, ton film, puis je pense que ça amène les discussions. Il y a des fois une ligne, un caractère, une façon de dire je pense amener Papineau dans le film, il dit de quoi, puis ma blonde a dit, hey, ça, c'est le genre de phrase que t'as déjà dit. Je disais, ouais. Mais toi, c'est ça, tu par transposition, tu voulais dire? La transposition, parce que moi, je l'écris évidemment, est comme. Mais en tant qu'auditrice. Non, en tant qu'auditrice. Tu vas pas là? Non, je fais pas ça. Je fais ça, j'ai assez bon public quand même. Quand si le film m'intéresse pas trop, moi après, cool, je vais l'analyser un peu plus. Mais non, je me cherche pas dans les films, en fait. Ah, mais nous, c'est un jeu amusant. Probablement des miens, là, remarque. Ouais. Mais, peut-être pour ça, mais non, c'est pas quelque chose. Non, mais en même temps, mon cerveau est bizarre, là. J'admire toute l'affaire. Je regarde le film, tout ça. Mais tu vois les gens que t'aimes. Ah, ouais. Je m'amuse. Drôle, hein? Je m'amuse. En même temps, c'est que je m'amuse avec ça. Ouais. Je suis capable de voir l'objet cinématographique, puis le travail, puis j'admire ça, puis je trouve ça fou, tu sais. Mais en même temps, j'aime ça aussi m'amuser à me voir là-dedans, tu sais. Non, sincèrement, je pense que peut-être parce que je le fais dans... C'est ton métier. Dans les scénarios. Ah, là, puis, voilà. Quand je regarde des films, non, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Hey, avant que j'oublie, on n'a pas parlé du Ring. Ah oui. Je me suis posé la question, c'est-tu le seul film que tu as scénarisé pas réalisé? Oui, puis c'est pour ça aussi que à la suite de cette expérience-là, le film est Le film est formidable. Oui, le film est formidable. Année, ça fait un job super. Incroyable. Puis on s'est super bien entendu, on était avec Yann Kenville, Thomas Ramosé. Mais c'est à cause de ça que tu as fait dorénavant, faut que je fasse mes films. Pas faux. Je veux. C'est tout à fait différent. Parce que, non, moi, cette idée-là... Ah, c'était l'élément déclencheur, c'est que tu as écrit le film, puis là, quand tu as vu toute la mise en branle... Je le savais avant. Tu savais déjà? Je le savais parce que j'avais étudié à l'INIS. À ce moment-là, l'INIS, ça durait 1 an et demi. Là, fait que puis j'étais rentrée en scénarisation parce que j'avais 3 bébés. Les enfants étaient très petits. Puis en réalisation, j'aurais pas pu là, parce que mon chum était à Montmagny, il voyageait Montréal-Montmagny. Il était à Montmagny? Wow, il était à Montmagny? Ouais. Il travaillait là-bas? Ouais. Pharmacien, il y avait une pharmacie à Montmagny. Puis moi, j'étudiais à l'INIS. J'étudiais à l'INIS avec 3 bébés, puis je faisais ma maîtrise. Puis lui, il travaillait 50 heures du jeudi au dimanche. Le dimanche soir, il montait à Montréal, s'occupait des enfants du dimanche au jeudi matin. On devait ça pendant 1 an et demi. Enfin bref. Vous avez pas d'allure, mais vous êtes un power couple. Ouais, parce que, c'était quand même un peu... Ça fait combien d'années? Ça fait super longtemps qu'on est ensemble. Non, mais vous êtes bon. Mais non, c'est parce que Montmagny, moi, j'ai toute ma relation avec Montmagny. Ma blonde, elle vient de l'île aux grues. OK, l'île aux grues. Elle habitait là, puis tout ça. Puis nous, on va là tout le temps l'été. Tout ça. Okay. Montmagny, moi, c'est comme mon point. Je connais Montmagny à cause que c'est là qu'on va se nourrir. Puis ça, on va pas être plus après avant de pogner de traverser, puis aller s'isoler sur l'île. C'est pour ça que Montmagny, je suis comme, Montmagny. OK, il a travaillé, mais c'est quand même une pas pire route, là, en plus. Ah oui, c'est quand même, oui. Puis l'hiver, comme ça a duré 1 an et demi. Non, puis il travaillait 50 heures. Il finissait ses 50 heures à 9 heures le dimanche soir. Il se ramassait 2 beignes, un café, puis il montait à Montréal. Est-ce qu'on ferait pas, des fois? 1 an et demi qui a fait ça, puis après ça, le lundi matin, du lundi au jeudi, il partait à 5 heures du matin, le jeudi, pour rentrer travailler. Il a fait ça pendant 1 an. Wow, puis il t'a toujours supporté dans tes affaires en plus, parallèlement. Puis à la fin de l'INIS, là, on va déménager. Mais c'est pour ça, tu sais, que je vais rentrer à Montmagny. Là, moi, je me sens pas très bien, je travaille pas. Tu sais, une chance que les enfants sont là, mais tu sais, c'est pas... c'est tough. C'est tough, parce que je vais faire un recueil de poésie, je vais faire un peu de théâtre, mais tu sais, c'est pas... culturellement, c'est un peu difficile. Fait que le l'INIS, c'est comme mais c'est ça, je rentre en scénarisation. Puis je le sais déjà, là, tu sais, qu'il y a quelque chose chez moi. Je me rappelle très, très bien, là, comment elle s'appelait cette fille-là. En tout cas, il fallait se mettre en équipe. Là, c'était tout le temps l'idée, tu sais, que 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes valent mieux qu'une. Et qu'on est mieux de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Moi, je reconnaissais ça. Oui, tu sais, je veux dire, les films américains, ils vont faire des pools d'auteurs, ça va être plus original. Mais moi, c'était pas ça qui me tentait. Puis je prétendais pas d'être meilleur que 10 auteurs. Mais moi, j'avais envie d'écrire ce que j'avais envie d'écrire. Puis en scénarisation, ben ça bloquait vite, là.
tu scénarises, puis après ça s'arrête là. Puis t'as pas grand-chose à voir, puis c'est compréhensible maintenant que je réalise, je comprends, tu sais, je veux dire, tu peux pas... un scénario, c'est pas un film, là, tu sais, il faut que tu ramasses le scénario pour le tourner, c'est pas pareil. Fait que moi, je voulais aller jusqu'au bout. Fait que le processus va être quand même assez long, là, d'écriture à l'INIS, là, d'écrire le ring, tout ça. Là, je travaille avec... puis on est une belle équipe, là, Anaïs, Yann Canville, puis Thomas Ramoisi. Puis Anaïs fait une super job. Anaïs, tu sais, on n'avait pas le choix. Là. Ça prenait, pour faire le film, ça prenait un scénariste, un réalisateur, puis un producteur. Puis Anaïs l'aurait écrit, elle l'a écrit par la suite. Là. D'ailleurs, je voudrais qu'on le fasse, c'est dans les mêmes eaux. Ouais. Puis moi, quand j'ai fini d'écrire, j'avais déjà commencé à écrire le garagiste et je le savais que je ne referais jamais ça. Puis c'est vraiment pas pour une question de qualité, parce que le film il est encore super bon, il vieillit super bien. Anaïs avait fait un job absolument extraordinaire et je prétends absolument pas que j'aurais fait mieux. Là. Puis probablement pas. Mais c'était pas ça, c'était comme moi je vais jusqu'au bout de mes idées, c'est moi qui les monte aussi. Puis, je vais au bout. Non mais je sais, tu montes en plus. Ouais, ben je vais jusqu'au bout. T'aimes ça monter? Oui, j'adore ça monter. L'affaire la plus difficile, c'est la scénarisation. Ouais. Sortir du néant, en fait, c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur? Sortir du néant, oui. T'as rien, puis tu sors ça du néant, c'est ça qui est le plus dur. Réaliser, t'es en contact avec les gens, c'est la partie la plus fun. Puis, socialement, c'est la partie la plus fun. Puis après ça, quand tu arrives en montage, tu as 1 million de possibilités. C'est infini les possibilités, mais tu as du matériel. Ce que tu n'as pas quand tu scénarises. Quand tu scénarises, tu n'as rien. Il n'y a rien qui existe. Là. Tu sors ça du nez. J'étais chez André Forcier, il n'y a pas longtemps. J'étais chez lui faire un podcast. Puis il a dit la même affaire. Il me dit, la période la plus souffrante, c'est d'écrire. Première version. Il dit c'est la chose la pire au monde. Ouais. Puis pourtant, c'est un super scénariste, là, André. Ouais. Tu sais, puis il écrit des choses magnifiques, puis tu sais, puis là, je disais, il dit, ouais, là, il dit, là, avec sa femme, il dit, on s'en va, je sais pas, il s'en allait s'isoler quelque part dans un chalet, je pense, je sais pas trop, il dit, là, on va aller écrire un peu, là, puis il dit, le party, il dit, c'est de tourner, là. Ouais. Il dit ça, mais moi, je trouve que c'est tellement... je pense que c'est Stéphane Lafleur qui me parlait un peu de comment, tu sais, les tournages, les questions, tout ça. Je dis, man, je suis angoissé de t'entendre parler de ton tournage. Moi, je suis angoissé. Toutes les décisions à prendre, le temps s'écoule, ça coûte cher. Hey, rien qu'y penser, là, j'ai une boule, tu sais. Mais Forcier, il a dit la même affaire. Il a dit, non, il dit, tu pognes le beat, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Puis il dit, les acteurs sont contents d'être là, tout le monde se donne. Ouais. Il dit, il y a une énergie. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il dit, écrire, là. Il dit, lui, il dit, c'est encore, il dit, ça a toujours été tough, c'est encore tough. J'étais là, hein? Ouais. Moi aussi, c'est ça que, mais c'est probablement, si je devais choisir ne faire qu'un jusqu'à la fin, là, ça serait écrire quand même. Parce que c'est plus proche de... C'est ce que je trouve, tout est au service de ça. Là. Le film est au service de ce que tu écris, puis le montage est au service de ce que tu écris. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intense, de plus important, qui fait le plus de sens. Okay. C'est vraiment écrire. Ouais. Wow. T'aurais-tu écrit un livre? Je pense que oui, mais... plus facilement des nouvelles que des short stories, là. Je l'ai fait un peu, là, mais... Là, t'es dans la spirale de faire des films. C'est-à-dire que là, t'as fait... Ça continue. Tu dois déjà être en train d'écrire un prochain. J'en ai quand même plusieurs même, ouais. Et est-ce que... C'est quoi ton rapport avec la télé? En télé, j'ai déjà écrit au début de ma carrière. J'ai écrit un peu pour la télé, puis je trouvais ça un petit peu difficile, pour les mêmes raisons. T'irais pas là? Trop de monde. Ben, Tu sais, je nomme tantôt, je nommais Stéphane Lafleur. Tu sais, Stéphane, il vient de sortir une web série qu'il a écrit. Ouais. Super le fun. Super cool. C'est limite un film assuré. Moi, on dirait que je vois ça maintenant. Comme ça. Ben, tu sais, il faudrait... moi, c'est quand il y a trop de monde que... Puis encore, là, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que ça veut dire trop de monde? Parce que dans trop de monde dans les décisions. Ouais, ok, je comprends. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas des bonnes décisions, mais tu sais, c'est comme, il y a trop de monde. Vraiment, je suis là-dessus, fait que c'est pour ça, tu sais, que peut-être plus à la réalisation, tu sais, c'est plus facile tu sais, où est-ce que les gens s'immiscent le plus? C'est vraiment en scénarisation. Puis c'est là que ça devrait pas, nécessairement.
Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. La scénarisation, tu sais, chacun veut pas parce que c'est écrire peut-être, s'imagine que c'est écrire ou rentre dans le scénario pour faire son propre film. Mais en même temps, c'est super important. Moi, je travaille pas tout seul. Là, j'ai besoin d'avoir des lecteurs puis des retours. Mais je l'ai choisi. Là. Tu peux pas... tu peux pas donner ça à n'importe qui non plus. Non, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Puis c'est pas ça l'idée. Là. Mais en télévision, c'est un peu ça. Habiter la maison, comment était la run des festivals? C'est le fun? Non, on en a presque pas fait. Ah, même, j'ai vu que tu l'avais envoyé une couple de places. Le film a joué. Le film a été présenté, on a fait L'Avenir à date. Le film a été présenté 3 fois. Et 3 fois la même réception. On était en Abitibi. OK. On était en compétition au Cinémania. C'est ça. En fait, c'est ça. Puis après ça, il a été présenté à Ciné-Québec aussi. Parce que ça a bien été. Ouais. Non, moi, je suis la 4e projection du film. Ouais, genre, à peu près, c'est ça. Puis là, il sort le 21. Puis ça, on a... C'est comment les sorties? Il est présenté aussi au Maroc. Quand les films sortent, t'es-tu stressé? C'est pas ma partie préférée. Ah ouais, hein? Non. Non. Pourquoi? C'est-tu les critiques, les cossins comme ça? Ouais. Ah, puis t'es lis tout en plus? C'est pas ma... tu sais, être dans la salle en même temps, là, tu sais, en Abitibi, j'étais comme, oh mon Dieu, je trouvais ça rough, mais finalement, on a tellement eu une bonne projection, mais ça, tu le sais à la fin. Ouais. Ça, c'était bien. Mais tu te sens bizarre avec ça. Ah oui, c'est vraiment... c'est bizarre. C'est un métier où est-ce qu'on est tout le temps évalué. Puis avec beaucoup de légèreté par rapport à l'énergie que les créateurs mettent dedans. Tu sais, je veux dire, ce film-là, bon, oui, je l'ai écrit rapidement, c'est vrai, tout ça, ça a déboulé quand même vite là, pour habiter la maison. Mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour que quelqu'un, admettons, c'est pas bon. Ouais, qui te fasse thumbs up, thumbs down. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, les critiques à la radio, tu sais, qui vont raconter l'histoire, mais tu sais, je veux dire, on a pris quand même du temps d'écrire l'histoire, t'as résumé en 2 minutes, ou, tu sais, ou les commentaires. Fait que, mais tu trouves pas justement que l'espace critique cinématographique est quasi absent maintenant au Québec? Oui, quand même. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose pour se référer. Là. Ben, il y a, tu sais, moi j'écoute le vendredi matin, le Monde des 4 là, à Pénélope. Tu sais, quand même, là, je trouve, tu sais, qui. Ouais, il essaie. Il parle des films comme on n'en parle pas beaucoup. Il y a un peu ailleurs, en fait. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Mais il y a ça. Après ça, tu sais, t'as les revues, puis t'as. Une couple d'affaires. Dans les journaux. Mais tu sais, il n'y a pas. C'est complètement cinglé. Moi, je trouve ça en ce moment que. Il n'y a jamais eu autant de films, il n'y a jamais eu autant d'albums, puis pourtant, on a de la misère à trouver des références pour comme les consommer ou les voir ou même avoir une idée. Consommer le cinéma québécois, là, tu sais. Ben, tu as les rendez-vous là, du cinéma québécois, mais tu peux faire le retour, mais c'est une fois par année, il ne faut pas que tu exactement, c'est ça. C'est une fois par année. Tu as Éléphant, là, quand même, mais... ils sont là. Mais moi, je demeure quand même, tu sais, je demeure positif. J'ai une part super négative sur tout ça, puis en ce moment, on dirait que je suis plus... Je sais pas, pendant le temps des fêtes, moi, j'étais un habitué du quartier latin assez proche. Bon, je vais souvent au cinéma là, puis tu sais, c'est un drôle d'endroit, là, parce que des fois, c'est tellement vide que ça en est d'une tristesse sans nom. Pour que mes enfants de 7 et 10 ans disent « Hey, tu penses que ça va fermer bientôt? » Parce qu'ils ont eu la réflexion, là, parce que c'est... Parce que quand ça fait. C'est énorme, puis il n'y a pas de monde. Puis quand ça fait comme 6 fois en ligne qu'on va au cinéma, puis qu'on est juste les 3 dans la salle, tu sais, c'est un petit peu troublant, là, tu sais. Puis des gros films, là. Hey, écoute, avec qui je parlais de ça l'autre fois, j'ai dit Furiosa, la suite de Mad Max, on va voir ça. Mes filles aiment bien l'univers de ça, on va voir ça. On est installé dans la salle, puis c'est samedi après-midi. Le film est sorti vendredi. Samedi après-midi, 1h, on est 3. Là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais, puis là, tu sais, des fois, on a des petits miracles où est-ce qu'on arrive, puis là, il y a plein de monde, puis là, tu sens les vagues. C'est tellement le fun. Les vagues d'émotions. Écoute, on est allé voir, je pense, la première fois que mes filles ont senti la vraie vague d'une émotion de groupe. C'est triste parce que c'est pas... Il y a eu Indiana Jones, on était allé voir le dernier, puis là, ça faisait... Ça riait. Et puis là, il était comme, wow, ça shake, tu sais, c'est le fun. Puis le remix, j'allais dire le remix, mais c'est un peu ça. Le Bac et Bottine. OK, Mademoiselle Bottine. Mademoiselle Bottine, on était plein de monde, puis ça y allait
en vague. C'est tellement... quand en Abitibi, c'était la première fois que le film était présenté. Fait que moi, il y avait à peu près 5 personnes qui l'avaient vu, là, autres que l'équipe. Là, oh my God, le stress de ça. C'est ça. Mais 700 personnes dans la salle. Qui réagissent. Puis là, tu sais... Mais vraiment, ça rit du début à la fin. Là, j'étais là, ça rit, mais voyons. Mais tu sais, moi, c'était des petites lignes. Ouais, des petites lignes, mais tu sais, de là, rire. Tout le monde rit, pleurait à la fin. Le monde était... ça applaudit. Mais ça, c'est fun. 700 personnes. Écoute, là, tu sais, la salle était jam-pack. Tu sais... Ah non, j'arrêterais là, moi, OK? C'est mon souvenir, là. C'est ça exact, que... C'est ça exact. En tout cas, moi, Cinémania aussi, par exemple. Je peux pas conseiller à tout le monde plus d'aller voir ton film. Et d'aller voir les autres films. Je suis content qu'on ait comme couvert tout. C'est le fun. Parce que ça va donner à tout le monde la chance d'aller explorer ton univers. Maintenant, moi, j'arrive au moment de la prescription. Je t'avais demandé des petites recommandations. Okay. On va clôturer avec ça. Okay. Est-ce que tu as des trucs à me partager? Là, il faut que je fasse une prescription d'aller voir quelque chose, hein? D'aller voir, d'écouter, de manger, de boire, je sais pas. Regarde, tu as le droit d'aller dans tout quelque chose que... Tu sais, moi, je suis bien gros dans le partage. Donc, quand je suis un passionné de boire, quand je trouve quelque chose de super bon, je veux juste que tout le monde l'essaye. Okay. Et moi, mettons, j'essaie de te transposer cette idée-là. Tu as vu quelque chose que t'aimerais... Tu sais, des fois, moi, je suis dans l'utopie, souvent, je me dis, hey, si tout le monde goûtait à ce café-là, tout le monde irait mieux. Tu sais, je suis un peu dans... Tu sais, c'est le même, je suis... Ben, écoute, je peux peut-être dire... Parce que mon chum, il passe son temps à dire que j'aime pas la musique, admettons. Que j'aime pas la musique, pourquoi? Mais c'est pas vrai. La musique est super importante pour... Mais tu sais, j'écoute beaucoup de trucs que je dirais pas, tu sais... Gêné? Oui, puis j'écoute plein de trucs, tu sais, qui à répétition. Je suis vraiment une fille de répétition. Donc, quand je trouve quelque chose... Ouais, mais tu sais, je peux l'écouter, là, tu sais, en rafale. Tu sais, maintenant, je m'entraîne beaucoup. Pendant mon entraînement, là, la tune va jouer pendant 45 minutes que je cours, là. C'est la même tune. Fait que... Puis, tu sais, je suis pas très... tu sais, j'écoute de tout, mais... Puis mon chum écoute vraiment de tout, puis à un moment donné, puis tu sais, des fois, c'est beaucoup des trucs vieux que j'aime, là, des Brel, puis... oui, mais... Fait que, il y avait The Sound of Silence de Disturbed. Je pense que c'était un groupe heavy metal. OK. Puis j'ai entendu... Je m'attendais pas à ça. Non, c'est ça, mais j'ai entendu la première phrase, puis j'ai demandé à mon chum, c'est quoi ça? OK. Je reconnaissais la tune de Sound of Silence. Silence, mais... Puis c'est ça. Ben, je pense que c'est un groupe Disturbed. Je connais pas. Mais la musique, elle est... Écœurante. Magnifique. OK, cool. C'est noté. Celle-là, je l'ai écoutée... Beaucoup. Mettons, sur les Spotify, là, mettons le nombre de téléchargements, t'es responsable de quelques-uns. Quand même. Beaucoup. Mais là, à un moment donné, je me tente, mais tu sais, j'écoute. Puis, toujours sur la musique, c'était la musique pour le tournage du film. Oui. J'avais deux musiques. En fait, j'avais deux musiques de référence. J'avais Alexandra Strelitzky. Oui. Un air de famille. Oui. Puis j'avais La Pietà d'Angèle Dubois. Le Enrico... l'expérience de Enrico... comment il s'appelle le nom de lui? L'italien Enrico... Pas Ennio Morricone. Non. Tu parles d'Enrico... Non, Ludovic... Ludovic l'italien, là? Oui, d'ailleurs, j'ai enregistré. Je me sens vraiment mal d'avoir dit ça. Attends une minute, j'ai enregistré... Ludovic Einaudi. Einaudi que j'ai... L'expérience. Fait que j'avais ces deux musiques-là quand on a tourné le film. Oui. Mais tout Strelitzky, puis tout Angèle Dubois et tout. Là, oui, absolument. Mais Strelitzky, je l'ai écouté quand même beaucoup. Alexandra est douée, hein, pour ça. Elle a... Moi, j'ai fait une prod de show de danse contemporaine. Il y avait une toune d'elle, il y avait comme... C'est pas assez... Harmoniquement, c'est assez ouvert. Puis la façon qu'elle tempère les voix musicales, ça fait que c'est tellement large que les gens vont chercher ce qu'ils veulent dedans. Ça, c'est tough faire ça. Ouais. C'est en tough tout cas, faire ça. Je sais pas... Puis, je suis allée voir l'orchestre, tu parlais d'Enrico, film harmonique. Ah, Philharmonique, la Philharmonique de Joignard. T'es allé voir les Ennio Morricone? Oui, Ennio. Oui. Alors, l'homme à l'harmonica, écoute, ça me trouve. Puis c'est fun, hein? La voix, la soprano aussi, Myriam Leblanc, je pense. Oui, Myriam. Super. Myriam, là, c'est une top chanteuse.
Elle peut faire n'importe quoi. Mais c'était vraiment, là, c'est sûr que c'était live, mais après ça, je suis allée écouter d'autres, je suis allée en chercher pour mettre sur mon truc. Puis c'était moins bon qu'elle. Ah non, Myriam, elle est extraordinaire. Puis elle peut toucher du répertoire autant baroque que romantique. Elle peut faire plein d'affaires. Tu sais, au Québec, c'est un bon show. On est très hot au Québec pour les interprètes. Il y a tellement de bons interprètes classiques, vocales et instrumentales. Là, c'est vraiment... D'ailleurs, prochain film, si tu as besoin d'aide, on va faire plaisir de te donner des bonnes tunes. Il y a du bon stock. Et OK, parfait. Ça, c'est bon. Littérature? T'as-tu des livres? Littérature. T'as-tu toujours plein de livres que tu lis en même temps? J'ai plein de livres sur ma table de nuit. Là. Ouais. J'ai Fleuve d'Anaïs que j'ai pas lu, mais que j'ai adoré. J'ai adoré La femme qui fut. La femme qui fut, là, j'ai trouvé ça une puissance. Là, pouf. Incroyable. Fait que j'ai lu Femme Forêt. Puis là, t'es rendu à Femme Fleuve. Ouais, puis j'ai aussi le film de Sophie, pas le film, le livre sur ma table de nuit, Où sont les femmes, de Sophie Durocher. OK. Puis j'ai, là, je suis en train de lire Olivier Adam, Sous les roses. Ah, OK. Ça, je connais pas. Non? Ah oui. C'est Les fun? Lisières. OK. Il faut lire Les Lisières. C'est vraiment très, très bon. Noté. Les Lisières d'Olivier Adam. T'as-tu des films de chevet? Forcément, j'ai des films, oui, parce que, tu sais, en scénarisation, ça fait 20 ans que j'enseigne, je donne jamais le même cours. C'est-à-dire, tu sais, vraiment, là, à chaque fois que je vais aller donner mon cours, je vais tu vas retaper dedans un peu, là. 3-4 heures facile pour donner mes cours, là, OK, quand même. j'aime ça. Mais mes extraits bougent pas tant que ça. J'ai des extraits qui marchent bien, puis des films que j'aime. Puis, je présente souvent Le Facteur de Michael Radford. Ouais. Puis, j'ai été sur un jury avec lui, Michael Radford, puis ça m'a... ouais. Ça va être cool, ça? Ouais, ça va être cool. C'était cool. Puis, c'est un de mes films que j'aime vraiment beaucoup, Le Facteur. Ah, OK. Noiret, puis pourquoi? C'est un des films préférés de mon père. Mon père doit... En ce moment, il écoute ça, il capote. Mon père doit hurler. Il est comme « Yes! » c'est... Comment... Là, sincèrement, c'est... Comment c'est fait? Je trouve ça attendrissant. Puis j'adore l'Italie. Vraiment, la musique est tellement belle là-dedans. La musique est belle. Puis c'est juste assez... C'est juste assez dépaysant aussi. Puis, tu sais, c'est pas un univers qu'on connaît. Puis, le film est pas très non plus... pas très formaté non plus. Oui, absolument, ouais. Puis... Donc, ça, c'est un des films importants. Ouais. Il y a Henry and June que j'ai parlé tantôt. Puis, Les uns et les autres aussi que je trouve. Là, mon père... mon père s'en remet pas en ce moment. Les uns et les autres, c'est le film. Mais mon père est un... redoutable fan de Lelouch, puis j'ai trempé là-dedans très jeune. Moi, je les ai vus. Les uns les autres, le vinyle dans la maison. Mon père faisait jouer ça constamment, la musique de Les uns les autres, qui est magnifique. Mais tu sais, Lelouch, en général, Non. T'es pas fan de Lelouch? Non. Ah non! Mais c'est moi, je suis vraiment. Mais les uns les autres, oui. Les uns les autres. T'as pas ça, tu sais, les uns et les autres. Puis, québécois, Crazy, Incendie, évidemment. Là, c'est pas très... Des bons classiques. Ouais, c'est ça. C'est assez classique. Mais, les uns et les autres, c'est pour le film. Et je me rappelle, tu sais... Qu'est-ce que t'aimes pas de Lelouch? Je suis curieux. Non, mais tu sais, je suis pas une fan. Je suis une fan de films, tu sais, des trucs... Les Faussaires aussi. C'est un film allemand. Ouais, c'est quoi, Les Faussaires? Ben oui. Je trouvais ça intéressant, ce personnage-là, un peu... Mais toi, c'est des histoires. Ouais, c'est plus les histoires. Quand ça me touche, tu sais, que vraiment... Puis je suis comme ça en littérature aussi, là. Mais tu sais, tu as des livres, tu sais, comme j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, tout m'intéresse pas, mais tout est bon. Tu ouvres, là, moi, j'ai trois phrases de livres. Moi, c'est garanti de qualité, là. Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est Olivier réfléchi. Adam, ça ressemble à ça. Mais Les Lisières, là, c'est quand même une grosse brique, puis il n'y a pas d'histoire. Ça me fascine. C'est juste une descente en profondeur de regard sur l'existence. Mais écoute, je check ça parce que moi, c'est un univers que je ne connais pas. Je ne suis pas allé là. OK, ben cool. Hey! Ça fait 1h30 qu'on jase. Sérieux? Ça fait 1h30 et c'était fantastique. Ben oui, c'était super. Je te remercie beaucoup. 1h30, voyons donc. C'était long quand même. Ouais, mais c'était super. Pas trop long. Zéro. Non. Puis merci. Et je te souhaite un super succès avec le film. Puis je te souhaite du succès avec
le prochain film que tu es en train de préparer, puis on se reverra. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.